On me disait, mais t'es une femme dans le spatial, tu t'attendais à quoi? Non, mais ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, j'ai pas eu de chance parce que quand je suis arrivée, ça s'est pas bien passé avec ma superviseuse, où j'étais victime de sexisme, de harcèlement. Et je me suis beaucoup battue en interne pour expliquer que c'était pas correct, qu'il y avait d'autres stagiaires qui vivaient la même chose. Si tu parles, tu travailleras plus jamais dans le spatial. Je pense que je suis vraiment actrice de ma vie. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, j'ai directement le réflexe de me dire qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation qui me plaît pas. Tu sais, le métier d'astronaute, encore une fois, je l'ai beaucoup idéalisé. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'astronautes dans ma vie, qui fait que j'ai démystifié aussi cette posture du héros et du métier. Le métier d'astronaute, j'en ai plus trop envie. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance totale entre le fait de vouloir aller explorer et de voir qu'actuellement l'environnement est au plus mal, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau papotage. Aujourd'hui, on est avec Galactic Chloé, une ingénieure aérospatiale, et on a la chance d'être accueillis dans ses nouveaux bureaux, ses nouveaux studios ici à Lausanne. Et on est là pour papoter justement sur son activité, mais venir découvrir qui est Galactic Chloé, donc qui est Chloé, derrière ce personnage des réseaux sociaux. Salut Chloé. Salut. Comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ouais. Pourquoi l'espace, ça nous fascine autant? Et pourquoi on a toujours ce besoin de devoir tout comprendre et d'explorer? C'est vrai que l'espace, c'est un domaine qui fascine une grande partie de la population, peut-être pas tout le monde. Moi, quand j'étais petite, par exemple, ça me fascinait pas, ou du moins ça me faisait peur. Donc c'est pas une fascination positive qui va attiser la curiosité. C'est venu plus tard, quand j'étais ado. Mais pour une grande partie de la population, quand même, il y a ce truc d'universalité. On va tous se poser des questions existentielles, pourquoi on est là, d'où on vient, comment est-ce que l'univers a été créé, qu'est-ce qui fait que la vie a émergé. Et je pense que c'est vraiment cette question de, face à ça, on est tous et toutes égaux, et que ça nous fascine pour ça. C'est pas forcément le vivant, moi c'est vraiment plus l'univers en tant que tel. J'avais 15 ans quand je suis allée avec ma maman aux portes ouvertes de l'Université de Bourgogne, ça s'appelait la Nuit des chercheurs à l'époque, et j'ai rencontré des chercheurs de l'Agence spatiale européenne qui travaillaient sur la mission Planck. Donc c'est un télescope spatial qui avait pour but de prendre la première image de l'univers. Donc on a une théorie qui dit que l'univers serait né, on l'appelle le Big Bang, donc c'est là où le temps, l'espace est né, et que après, si on prend un modèle standard où le temps est linéaire, que l'univers a 13,8 milliards d'années. Et si on remonte dans le temps, on peut arriver à cette première image que l'on peut voir avec nos technologies, qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Et cette image, quand je l'ai vue, pour moi, c'était un coup de foudre. C'est-à-dire que j'étais là, mais attendez, je comprends pas. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dans le passé, déjà? Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir avant cette image-là? On m'expliquait aussi que l'univers, on savait pas vraiment si c'était fini ou infini, mais qu'on pensait que c'était quand même infini, mais qui s'étendait. Mais s'il est infini, il s'étend sur quoi? J'avais plein de questions comme ça qui ont attisé ma curiosité, et je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre toutes ces choses qu'on comprend pas, tout en sachant pertinemment que sûrement il y a plein de choses qu'on comprendra jamais. Et ça m'a accroché direct. Ouais. Est-ce que les gens qui sont dans ton domaine à toi, ou les gens que tu côtoies, du coup, qui sont aussi intéressés par ce domaine, ils ont quand même un avis sur la religion, ou est-ce que typiquement la religion, ça leur parle pas du tout, ils se disent que c'est totalement antinomique avec ce que vous faites? Non, pas du tout. La religion, déjà, c'est quelque chose qui est très personnel, mais il y a beaucoup de scientifiques qui étaient très religieux, et même des astronautes qui, après être allés dans l'espace ou marché sur la Lune, se sont convertis dans la religion beaucoup plus. C'était pas forcément un sujet dont on parlait quand j'étais à l'école à l'EPFL, mais tu avais de toute façon des cultures qui venaient de partout, des cultures différentes, donc des religions différentes. C'est pas quelque chose qui est mis en avant non plus dans le cursus quand tu apprends ce domaine-là. Mais c'est pas antinomique, je pense, avec la science. Parce qu'il y a toujours ce truc de où est-ce qu'on vient, et t'as ceux qui disent en fait on a été créé par une divinité plus grande que nous, puis t'as d'autres personnes qui disent non, il y a le Big Bang. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi cette chose de quand tu fais un parcours scientifique, on t'apprend très clairement la différence entre une science et une croyance, et que t'as totalement le droit d'avoir des croyances. T'as le droit de faire ce que tu veux, mais dans le sens. Je pense que c'est sain d'avoir des croyances quand on sait que c'est une croyance. C'est que si ça m'aide, moi, personnellement, de croire en ça, il n'y a pas vraiment de mal, tant que je sais la limite de cette croyance. Je prends l'exemple de l'astrologie. C'est une croyance, alors que l'astrophysique, c'est une science. Et l'astrologie, perso, j'y rien contre, j'y crois pas du tout. Tant qu'on reste dans la démarche de « je dis quelque chose le matin, je sais que c'est basé sur rien »,
Mais si ça m'aide, bah, tant mieux pour moi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, cette histoire de science, d'espace, tu le vis comme un travail ou tu le vis comme une passion? Alors, c'est une passion qui s'est transformée en travail. Et j'irais peut-être même plus loin maintenant, c'est même un peu une manière de vivre. En tout cas, la science, pas l'espace, mais la science. Mhm. Du coup, tu vis un peu de ta passion quand même, ou bien est-ce que ça a pris le dessus et puis du coup c'est... Mais je vis de ma passion parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de ce qui me passionne, donc la vulgarisation scientifique, le spatial, etc. Après, parfois quand tu fais ça tout le temps, tu rentres chez toi, tu fais une overdose. Donc j'ai une pile de livres sur l'espace que je dois lire depuis des mois, mais parfois j'ai juste envie de me plonger dans un roman ou quelque chose qui me fait sortir de cette chose-là. Mais après, la méthodologie scientifique, donc on va dire la méthode qu'on a construite pour analyser les données, comprendre le monde qui nous entoure, ça c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer à ma vie en général, pas juste là où je travaille. Ouais. Tes parents, ils étaient aussi un peu dans la science, ils étaient aussi fascinés par ça ou bien pas trop? Pas trop, mais quand même un peu dans le sens que ma mère avait fait des études de physique-chimie et qu'elle a enseigné 1 ou 2 ans en France avant de nous avoir et donc d'arrêter. Et mon papa avait fait, je crois qu'il a fait 1 an de licence en maths avant de devenir footballeur. Mais après, dans mon enfance, j'ai pas évolué dans un milieu scientifique. Et mes parents m'ont toujours poussé à faire ce qui me plaisait. Ouais. Petite pause sur ce papotage, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment plaisir, merci beaucoup. On a remarqué un petit truc, c'est que 80% d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Le meilleur moyen de nous soutenir dans ce projet et de nous permettre de vous amener plus de contenu de manière plus régulière et de qualité, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et du coup, je vous laisse dans ce nouveau papotage. Merci beaucoup à vous. Et du coup, toi, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis tes parents qu'est-ce qu'ils t'ont transmis que tu as gardé, que tu utilises encore ou qui te inspire encore? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tant mieux. Cette question de curiosité et de se dire de toujours pousser plus loin. Donc, je t'ai dit, j'ai grandi dans un milieu particulier parce que mon papa était footballeur professionnel en France. Donc j'ai grandi dans les loges des stades de foot, mais aussi avec quelqu'un qui était, sportif de haut niveau. Donc orienté performance, toujours dépassement de soi. Donc j'ai aussi grandi avec ces valeurs-là. De qu'est-ce que tu peux toujours faire de plus ? Et plus ma mère qui était très très présente avec nous, qui nous poussait aussi énormément à l'école ou dans nos passions à côté, que ce soit la danse, l'art. J'ai fait une multitude d'activités, ce qui je pense m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, m'a permis de tester aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais à chaque fois qu'on faisait quelque chose, il fallait le faire à fond. Et ça m'est resté, je pense on le voit ici. Il y a 3 ans, je me suis dit on va créer cette boîte. Mais quand je me lance dans quelque chose, j'ai envie de le faire bien et de me donner à 100% dans ce que je fais. Et ça, tu penses que c'est bien? Les parents qui poussent dans le bon sens du terme, les enfants à pas performer, mais à faire à fond? Ou est-ce que... Il y a du plus et du moins. Il y a des plus et du moins. Je pense qu'il y a du plus dans le sens que ça m'a rendu... je pense que je suis vraiment actrice de ma vie. C'est-à-dire que je ne vis pas ma vie dans la, entre guillemets, soumission. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai directement le réflexe de me dire qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation qui ne me plaît pas. En revanche, là où il peut y avoir une limite, c'est cette histoire de toujours s'auto-évaluer, toujours vouloir performer et finalement ne pas être dans vivre le moment présent et ressentir, on va dire, le bonheur à l'instant T et tout le temps être dans le « oui, mais tu aurais pu faire ça ». Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Je ne dis pas que c'est juste la faute de mes parents, mais je pense que c'est aussi un des dérivés de ce type d'éducation. C'est qu'on a après tendance à avoir... beaucoup de poids sur ses épaules et à force de vouloir toujours donner le meilleur, d'être beaucoup dans l'autocritique et de ne pas savourer ce qu'on fait. Du coup, tu le vis... C'était profond, désolé. C'est le but, hein. Tu le vis bien ou bien c'est quelque chose qui t'a perturbé? On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de thérapie maintenant. Beaucoup de jeunes font assez facilement, et c'est bien, de la thérapie, de la psychothérapie. Toi, c'est quelque chose qui t'a pesé à un moment donné ou bien tu le vis bien parce que t'aimes la pression? Non, j'aime pas la pression. J'aime pas la pression. Je pense qu'il y a une... Je survis bien la pression, dans le sens que, tu vois, dans mes études, dans ce que je fais, quand je monte sur scène, t'as toujours une forme de pression. Tu vas monter sur scène, tu vas parler devant 2000 personnes. T'es stressé et c'est du bon stress. C'est du stress qui est là parce que c'est important pour toi et qui va te permettre d'être justement aussi ancré dans ce que tu fais. Mais c'est plus dans la gestion du stress
où là, parfois, j'ai des difficultés. C'est-à-dire, si je te donne un exemple très concret. Donc, je fais de la vulgarisation, je suis présente sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup avec les médias. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent pour plein de choses. Bon, des podcasts, mais il peut aussi y avoir des écoles, des enseignants, des personnes qui veulent aller dans la vulgarisation. Il y a la petite voix en moi qui me dit « mais je veux répondre à tout le monde » parce que j'ai été à un moment, à cette époque-là, où il y a des gens qui m'ont aidée, j'ai envie d'aider tout le monde. Et d'un autre côté, c'est à quel prix? C'est aussi au prix de ta santé mentale à toi, parce que ton temps, il est limité et que, comme toute autre personne, tu dois gagner ta vie. J'ai un enfant de 2 ans, donc je veux passer du temps avec mon enfant, je veux voir mes amis, je veux faire du sport. En fait, il y a toutes ces injonctions de vie de « il faut que j'essaye de gentiment calmer en moi pour pouvoir être moins sous pression constamment. Ouais. Et tu trouves des moyens de tout concilier, tout gérer? Tu sais, j'ai une amie qui était physicienne aussi, qui un jour m'a dit quelque chose, une image mentale qui m'a aidée. On parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso. Et en physique, un équilibre, enfin, si tu as 2 paliers comme ça, c'est très dur de trouver une position d'équilibre comme ça. En revanche, si tu parles de trépied, de 3 pieds, peu importe la taille de tes pieds, tu as toujours une position d'équilibre. Tu peux avoir un pied qui est plus petit, ça fait un équilibre bizarre, mais c'est équilibré. Et il faut juste accepter aussi que dans la vie, il y a des moments où tu vas plus travailler, donc pilier pro, où tu vas peut-être être plus de temps auprès de ta famille, pilier perso, et où tu vas plutôt peut-être prendre du temps pour toi. Qui pour moi, ce temps pour moi, c'est par exemple faire du sport, lire, me cultiver. Et il faut accepter qu'on ne peut pas être un tiers tout le temps. C'est quelque chose qui bouge dans le temps. Moi, une des choses que j'essaye de faire, c'est toujours me poser cette question, ok, est-ce que cet équilibre-là, ça fait peut-être X temps? Comment je me sens? Est-ce que je sens qu'il faut que je change dans un nouveau type d'équilibre? Et de toujours enlever cette pression de, ok, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Et après, on essaie de faire le tri sur le reste. Ouais. L'arrivée de ton fils, ça a bousculé beaucoup de choses? On dit que les enfants, ça change la vie. Je me demande s'il y a vraiment moyen de s'en rendre compte avant d'en avoir un, dans le sens que j'ai l'impression, quand j'étais enceinte, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu plein de bouquins. Il n'y a rien qui m'a préparée à l'arrivée de cet enfant. C'est du bonheur, mais c'est aussi un énorme changement de vie. Quand je l'ai eu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'images de ce qu'est censé être la parentalité. Et quand on le vit, c'est très différent. C'est-à-dire que j'avais cette image de par aussi comment mes parents ont été, c'est-à-dire que mon père quand même travaillait, ma mère était plus à la maison, ma mère était ultra épanouie dans ce qu'elle nous disait sur sa maternité. Moi, je me suis toujours vue avec des enfants jeunes, aussi parce que mes parents m'ont eu jeune, ils m'ont eu à 23. Et mon fils, je l'ai eu à 25. Et en vérité, je ne sais pas si je devais refaire le choix, si je l'aurais aussi vite. Je le regrette pas du tout, hein. J'aime mon fils de tout mon cœur et puis je suis très contente d'être maman. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation juste purement logistique et comment ça change la dynamique dans un couple, j'étais pas forcément prête à ça, malgré les podcasts, les livres, tout. C'est un truc que j'entends souvent, il n'y a rien qui te prépare. Il n'y a rien qui te prépare. Il n'y a que la vérité, le moment présent. Et puis, ouais. Mais je dis pas ça dans le négatif, hein. C'est beau et c'est pour ça que je le changerai pas. Ouais. Mais il y a vraiment cette chose de... C'est quand même un sacrifice de plein de choses dans ta vie d'avoir un enfant. Et j'entends totalement qu'il y ait des gens qui veulent pas en avoir. Ou parce que même moi, qui étais pourtant persuadée d'en vouloir un, quand il est arrivé, il y a quand même 3 semaines, tu vois, et c'est un peu tabou de le dire, mais je l'ai senti. On en parlait avec mon conjoint et c'était... mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on s'est fait ça? Est-ce que tu dors pas? Le manque de sommeil, c'est vraiment dur. Tu te rends compte aussi, pour le coup, tu ressens physiquement cette contrainte supplémentaire que tu n'avais pas avant. Et dans ma parentalité, ça m'a pris, je pense, bien 1 an pour me dire « Ah ouais, ça a changé ma vie, mais là, je suis vraiment épanouie quand même. » Tout le début, j'étais en train de me poser des questions de est-ce que j'allais vraiment réussir à trouver un épanouissement dans mon nouvel équilibre de vie. Donc, moins de 30 ans, entrepreneur, parent, des conférences, les réseaux sociaux qui prennent aussi un temps fou. T'avais imaginé tout ça, mais t'avais des objectifs ou c'est juste venu un peu... Ah non, mais même quand j'ai commencé les études Instagram, créateur ou créatrice de contenu, ça n'existait même pas comme métier. Et quand j'ai commencé mes études, je voulais de base être ingénieure aérospatiale. Donc j'avais pas vocation à faire de la vulga. C'est quelque chose qui s'est construit naturellement tout au long de mes études. J'ai commencé à en faire dans l'associatif,
parce que j'étais passionnée par ça et que je voulais faire rayonner le message. Et petit à petit, ça s'est professionnalisé. On m'a proposé de modérer, de faire des événements. Je me rappelle, mon premier client, c'était pour une foire technologique à Paris. C'est la Confédération qui m'a contactée. Ils m'ont dit, oui, tu nous enverras un devis. J'étais là. Comment ça, un devis ? C'est quoi un devis ? Je vous fais ça gratuitement, pas de problème. Et après, en parlant, je dis non, Chloé. Donc, j'ai compris que ça pouvait être un métier. Mais longtemps, je ne me suis pas vue faire ça à 100% parce que le plan initial, c'était de travailler dans le spatial. Et quand j'ai commencé à y travailler, je me suis rendu compte que j'avais mystifié quelque chose dans ma tête, c'est le monde du travail dans le spatial, qui, in fine, j'y ressentais pas tant d'épanouissement personnel. Et donc, au bout de quelques mois où j'ai été ingénieure, j'ai décidé de quitter, puis de me lancer à 100% dans la vulgarisation. Parce que finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire ça. Avec la pandémie du Covid, ça m'a encore plus... j'ai été encore plus face à la nécessité d'avoir plus de personnes qui sont à l'interface entre les sciences et la société. Et je commençais à gagner aussi ma vie un petit peu là-dessus. Donc finalement, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est rigolo parce que quand j'ai quitté mon emploi à l'époque, donc j'étais enceinte de 3 mois. Donc le fait d'être enceinte, c'était aussi... je me disais, oh là, tu vas pas pouvoir tout faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Qu'est-ce qui est important ? Et je me suis dit, oh, les gens, ils vont me détester, mais j'avais un gros réseau dans le spatial. Je me disais à tout le monde, mon objectif, c'est de travailler dans le spatial. Je dis là, ça y est, je vais détruire mon image. Et en fait... tout le monde était là, mais voilà, ça fait du sens, enfin. On se disait tous que tu allais monter ta boîte et faire ça. C'est ce qui fait sens, ça se fait ce que tu as toujours fait. Donc, in fine, ça m'a pris plus de temps à moi de réaliser que c'était ma voie plutôt que pour les gens qui m'entouraient. C'était logique pour eux, quoi. Ouais. Tu te reverrais bosser... on dit que dès qu'on devient un peu entrepreneur, c'est difficile de revenir dans un schéma de collaborateur, collaboratrice. Là, ça serait dur. Ça serait vraiment dur. J'ai été salariée 3 mois. Et hormis la question de l'épanouissement, etc., le fait d'être salariée, pour moi, c'était difficile. Parce que, mes parents aussi, maintenant, sont entrepreneurs. Depuis que mon père a fini sa carrière, ils se sont reconvertis. Donc, j'ai toujours été plus dans cet écosystème-là. Et à côté de mes études, j'avais ces associations qui me prenaient... 40 heures par semaine, hein, si j'étais honnête. Je faisais plus de temps associatif que je faisais de cours. Donc j'avais déjà un petit peu cette démarche, j'avais pas besoin de faire de l'argent, mais j'avais cette démarche de tu crées un projet qui est à toi, tu fédères des équipes où tu choisis les gens avec qui tu travailles, tu choisis avec qui tu travailles. Et quand je me suis retrouvée dans un monde corpo, je me suis dit que j'avais un peu de mal quand même. T'as eu à un moment donné la pression financière, tu t'es dit là je quitte un job, je sais que j'ai un salaire qui tombe chaque mois. Si je deviens entrepreneur, si je monte mon projet, en fait, mon revenu n'est pas assuré. Bah ouais, c'est clair, surtout quand t'es enceinte de 3 mois, tu te poses la question parce qu'il y a plus que... C'est pas que toi, tu vois, maintenant t'as aussi un enfant qui arrive où il va y avoir des frais de garde qui sont, pour en parler, énormes en Suisse. Donc à l'époque, mon conjoint de l'époque, c'était aussi une décision un petit peu à 2 parce que lui, il avait un salaire qui venait régulièrement. Et il m'a beaucoup soutenue dans ce choix parce que ça allait aussi impacter de son côté. Maintenant, si je dois être totalement honnête avec toi, j'ai de la chance, je suis née dans un monde privilégié. J'étais fille de footballeur en France. Donc, j'ai jamais eu la pression de je vais me retrouver à la rue. C'est pas ce genre de pression. Mais, de par le fait d'avoir grandi fille d'eux, j'ai toujours voulu faire ma propre voie. C'est-à-dire que, oui, mes parents ont financé mes études, mais à partir du moment où j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait ici, ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais fille de quelqu'un d'autre. Et ça a toujours été un sujet qui était super important pour moi. Et donc, j'avais cette pression de, non, justement, je veux pas d'aide de mes parents. Je veux peut-être un peu d'aide de mon conjoint, mais même pas, tu vois, si je peux le faire seule, je le fais vraiment seule. Et les activités que j'ai pu faire payer en tant qu'étudiante, pour moi, ça a été ça qui m'a permis d'ouvrir l'entreprise, parce que j'avais mis de côté pendant que j'étudiais. Et après, quand j'ai décidé de quitter, j'avais cet argent de côté où je me suis dit, je vais investir dedans. C'est un pari. Et si ça ne fonctionne pas, je m'étais donné 1 an. Je m'étais dit, OK, tu essayes 1 an. Si au bout d'1 an, tu n'arrives pas à vivre de ça, tu as toujours un diplôme de PFL, tu as toujours ton réseau, tu retrouveras du travail. Tu retombes sur tes pattes. Tu m'avais dit ça quand on s'est rencontrés la première fois, que fils de footballeur pro, c'était pas toujours hyper simple pour la famille et pour toi notamment, parce que tu es fille de... les stades, etc. Ouais. Je sais pas si tu veux un petit peu raconter ça aussi. Ouais,
c'est une expérience particulière parce que donc, mon papa a joué dans 4 équipes en France et puis il a joué un petit peu dans l'équipe nationale. Et moi, j'étais toute petite, hein, donc les souvenirs que j'ai, ils sont assez flous. Il est parti à la retraite, j'avais 12 ans. Et j'ai 3 petites sœurs, je suis l'aînée. Donc même pour elles, c'est encore plus flou. Mais je me rappelle que c'était pas évident justement à l'école parce que t'es toujours taguée fille de telle personne. J'ai été victime de plein de rumeurs, de choses comme ça, parce que tu sors du lot de par cette situation-là. Et j'ai la chance quand même que mes parents, ils sont pas, pour le coup, eux, ils sont pas forcément nés dans un endroit privilégié. Ils sont nés dans le sud de la France. Leurs parents étaient à la ferme ou travaillaient dans le public. Donc ils se sont construits eux-mêmes et donc ils nous ont beaucoup passé avec mes sœurs cette notion de vie simple, c'est-à-dire que c'est quoi l'important in fine, et puis aussi comment est-ce qu'on fait pour faire face à ce type de harcèlement en fait à l'école. C'est clairement du harcèlement et donc on peut pas plaire à tout le monde, d'essayer de forger une sorte de confiance en soi qui permet de passer outre, mais honnêtement c'était pas simple et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment cette envie de me détacher de cette image. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que mon papa c'était carrière et je m'en porte bien. Maintenant, j'ai pas trop de problème à en parler parce que ça fait partie de mon histoire. Mais une des raisons pour laquelle je pense que je suis partie de chez moi à 18 ans pour étudier en Suisse, là où ma famille sont tous restés en Bourgogne, c'est aussi parce que j'avais besoin de cette distance et j'avais besoin de me trouver en tant que personne et pas en tant que fille de quelqu'un. On peut dire que tu t'es trouvée ou bien... Ouais, je crois bien, ouais. T'as l'air d'avoir ton activité à toi, t'as tes passions. C'est un travail de tous les jours de se trouver, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense que je me suis bien trouvée. Et du coup, qu'est-ce que toi, t'aimerais transmettre à ton fils? Est-ce que... Tellement de choses. Tellement de choses. C'est... Justement, être parent, c'est une méga opportunité, je trouve, de réfléchir aussi sur ta relation avec tes parents et puis ta relation, enfin la représentation de la parentalité dans la société. Et la chose numéro 1, j'espère que tous les parents ressentent ça, c'est que je veux que mon gamin il soit heureux, quoi. Je veux qu'il soit capable de croquer la vie à plein dents et vraiment de ressentir ses émotions et de profiter, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un sujet parce que il y a cette question de vouloir rendre ses parents fiers, mais aussi de ressentir d'être capable de ressentir qu'on est fier de soi. Donc il y a de passer plein de valeurs, hein, évidemment, la bienveillance, l'égalité, le respect des autres. Ça, pour moi, c'est évident. Mais il y a vraiment aussi cette question de être en contact avec tes émotions, en particulier pour un homme. Et je pense que ça fait des gens plus sains en société. Ouais. Et ces questions de genre, moi j'y touche beaucoup parce que je suis une femme dans les sciences. Je suis une femme en sciences. Ouais. Et donc c'est des sujets aussi que j'essaie de passer beaucoup à mon enfant, de lui ouvrir les yeux sur les biais qu'on peut avoir dès la naissance. Et puis de le faire se questionner en fait, lui donner une curiosité scientifique, lui poser des questions. Bon, il a 2 ans, je sais, mais que par lui-même il puisse porter une réflexion, un esprit critique et se créer son opinion, quoi. Ouais, tout un programme. Tout un programme, on a déjà travaillé. Mais ça, oui, c'est intéressant, c'est bien. Et tu penses que c'est plus simple d'avoir ces... Qu'est-ce qui fait qu'on fait plus ça aujourd'hui? En tout cas, on en parle plus, de vouloir peut-être éduquer différemment et pas dessus peut-être les codes familiaux. Est-ce que c'est parce qu'on est plus jeune, on devient parent plus jeune? Enfin, toi, dans ton cas, t'es à part jeune. Non, mes parents sont jeunes aussi, hein, mais... Je pense déjà, ça dépend si on parle de la Suisse, parce que bien sûr, il y a des questions de culture qui sont énormes, mais si je parle de mon expérience en Suisse ou en France, il y a ce mouvement d'éducation positive qui est quand même de plus en plus présente. Il y a de la recherche qui vient quand même aussi un petit peu baquer ça. Pas tout, hein, parce qu'il faut faire encore une fois différence entre science et croyance. Et tout ce qui est science liée à l'éducation, si on avait une recette magique pour éduquer les gens, ça ferait longtemps qu'on l'appliquerait. C'est des recherches scientifiques, il faut prendre avec des pincettes et il faut bien aller lire toutes les choses. Mais globalement, on protège beaucoup plus les enfants. Tu vois, à une époque où on pouvait taper les gamins, maintenant on sait très bien que même une fessée, c'est pas OK. Je pense qu'on est aussi peut-être une génération où l'information circule beaucoup plus, dans les 2 sens. Mais globalement, tu vois, moi sur Instagram, dès que je suis devenue maman, je consomme du contenu là-dessus. Donc il y a de plus en plus de vulgarisateurs qui parlent de ça, qui vont donner des conseils, et vulgarisatrices. Donc ça, forcément, ça alimente la chose. Après,
Encore une fois, là, si je parle de mon écosystème, je sais que moi, j'ai grandi dans un écosystème privilégié. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont sensibles aux questions de genre, à l'inclusivité, au changement climatique. Donc pour moi, dans mon entourage, c'est un peu la norme de parler de ça à ses enfants. Mais c'est pas le cas du tout partout. Ouais. Moi, mes parents, tu vois, qui sont pas totalement... ils sont pas à fond là-dedans, mais ils sont pas non plus fermés sur ces questions-là. Ils connaissent ces sujets-là. Mais déjà, quand tu viens, tu prends un truc rose à ton petit garçon, ça va un petit quelque chose, tu vois. Une petite réaction. Pas négative, mais on a des mœurs qui évoluent, je pense, dans le bien. Mais c'est comme tout, tu vois. Enfin, tout évolue petit à petit. Mais du coup, tu aurais pu faire de la vulgarisation dans les écoles, des conférences. Pourquoi les réseaux sociaux? Bah, je fais les deux. Je fais les deux. Les réseaux sociaux, ça a commencé quand j'étais étudiante, parce que le PFL, à l'époque, m'avait contacté pour créer une chaîne YouTube avec eux. Ça s'appelait le Galactic Chloé Show. Et avant, je n'étais pas du tout sur les réseaux. J'étais très peu présente, c'était pas trop mon délire. Et quand j'ai commencé à faire ça avec eux, je me suis rendu compte que les réseaux, c'était ultra puissant pour toucher un maximum de personnes. Et qu'en particulier, il y avait peu de représentation de la science et il y avait peu de représentation de la science féminine. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dessus. Mais la manière dont je me suis lancée, et c'est pour ça que je dis que je fais les deux, c'est que je mets pas tous mes œufs dans un même panier. Je suis pas éthiquement d'accord avec la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est pire de ne pas y être que d'y être. Je sais aussi totalement que c'est un business model qui fonctionne peut-être aujourd'hui, mais si demain la Suisse interdit TikTok ou je ne sais quoi, tu perds aussi tout ton revenu. Donc j'ai décidé de le construire de manière intelligente où je fais plusieurs prestations et une, c'est les réseaux sociaux. Et toi, tu le vis comment, les réseaux sociaux en général? Pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne privée, en tant que maman. Je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été trop accro au réseau. Tu vois, même en dehors de mon activité de création, j'y passe peut-être 10 minutes par jour. C'est pas énorme. Là où je sais que la manière dont ça fonctionne, c'est justement pour que tu passes un maximum de temps et qu'il y a même des gens, c'est un vrai souci d'être accro à ces plateformes. Donc forcément, je suis pas en accord avec le fonctionnement, et en particulier pour la jeunesse, on sait que c'est un souci. Maintenant, je trouve que c'est un sujet qui est très nuancé. C'est-à-dire que l'interdiction des réseaux sociaux, par exemple, pour les jeunes, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'on a besoin d'une éducation à la technologie qui est peut-être plus présente et des garde-fous auprès des entreprises qui construisent ce genre de choses? Je suis rarement partisante d'un discours noir ou blanc. Je suis partisante d'un discours où sur les deux côtés, il faut travailler. Donc il faut protéger... mon enfant a 2 ans, il n'est pas sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais c'est aussi un choix, par exemple, il y a des influenceurs, influenceuses qui vont montrer leurs enfants. Moi, c'est un choix de ne pas montrer mon enfant sur Internet ou de minimiser un maximum. Parce qu'en plus, avec l'IA, etc., il y a des détournements affreux. Mais d'un autre côté, d'interdire totalement les accès à ça, puis après arriver à 18 ans sans savoir comment ça fonctionne, sans formation, etc., je ne pense pas que ce soit non plus bien. Il faut un peu un entre-deux. Et du coup, être influencé sur les réseaux sociaux, ça t'a demandé... Parce que c'est pas forcément ton truc, tu dis, ou à l'époque, ça l'était pas, mais t'es extrêmement confortable devant une caméra, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. En tout cas, t'as l'air. Ouais, j'ai l'air, ouais. On n'est jamais trop... Je pense que tu sais, on s'habitue à la caméra, mais jusque-là, à dire, totalement confortable, pas totalement. C'est quelque chose qui s'apprend. Petit à petit, tu te dis, OK, je vais m'y mettre. Au début, c'est très bizarre. Puis après, tu te rends compte aussi de l'impact positif que ça a pour ta communauté. Donc, il y a eu comme ce truc de... J'ai envie d'aller toucher des gens, ou de leur ramener du contenu pour les informer, les former, mais j'ai pas forcément envie de me filmer. T'as eu cette réflexion, mais... Oui et non. Et d'ailleurs, je forme d'autres personnes qui veulent faire de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui revient souvent, la question de se montrer à l'écran ou pas. De mon côté, ça a été OK. C'est difficile, mais c'est pas insurmontable. C'était quelle était la plus-value de si je me montrais ou pas. Et en l'occurrence, déjà, il y a sur les réseaux sociaux, quand c'est incarné, ça fonctionne mieux. Parce que les gens sont pas là pour consommer de l'information, ils sont là pour être divertis.
Donc l'information peut divertir certaines personnes, mais il faut quand même le mettre d'une manière où ça va divertir une audience. Et c'est plus facile de le faire quand c'est incarné par quelqu'un qui te raconte une histoire, plutôt que quelque chose de neutre avec une voix ou quoi que ce soit. Ça fonctionne aussi, hein, mais l'autre parti pris, c'est pour la question d'être une femme sur les réseaux. Ok, je m'expose et j'en prends parfois plein la gueule, mais aussi ça permet à d'autres femmes et d'autres hommes de voir qu'il y a des femmes dans les sciences, de se projeter dans ces carrières-là. Ce que je pense c'est important. Ouais. Quand tu dis j'en prends plein la gueule, c'est... Non, mais dans le sens... j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que le fait d'être une femme sur les réseaux, tu t'exposes beaucoup plus à du harcèlement en ligne, et que le fait de montrer ta tête et parfois ton corps, parce que je fais de la pole dance et puis j'utilise ça comme méthode de vulgarisation aussi, c'est être plus vulnérable face à ces commentaires-là. Ouais. Ça, c'est important que je pense de le dire, parce que ça peut aussi permettre à certaines personnes de dire, en fait... Oui, ça peut être là, mais ça ne doit pas me dissuader de faire un truc que j'ai envie de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme tout le temps, mais une des stratégies que perso j'ai mis en place pour ça, c'est de vraiment avoir une distinction entre la Chloé que je suis et la Chloé digitale. Il y a mon moi digital et il y a mon moi. Et c'est le moi digital à qui on parle. Donc le fait de faire cette distance, ça me permet de me sentir un peu moins affectée par ces commentaires-là. Et après, franchement, c'est aussi à force, quoi. À force de les lire, on finit par se dire, bon, c'est ridicule. Mais il y a des commentaires, c'est plus simple de dire c'est ridicule. Quand tu sais que c'est quelque chose qui est totalement faux de toute façon et que, voilà, tu vois, tu parles avec des platistes, ça m'atteint pas plus que ça. Quand c'est des choses qui vont titiller quelque chose qui, en toi, te met le doute, là, c'est plus dur. Ouais. Et du coup, dans cette logique-là aussi, est-ce que ça donne pas envie de tout quitter, ces réseaux sociaux, quand tu vois un petit peu le virage masculiniste que les réseaux prennent, et surtout leurs patrons, quoi, enfin, à commencer par Zuckerberg. Ouais, ça donne envie de quitter tout ce qui est américain. Oui, mais on en est un petit peu dépendant. Non, c'est clair. C'est des conversations que j'ai souvent, parce que malheureusement, il y a plein de choses dans la société qui évoluent pas vers moi, mes valeurs. Et la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que je suis encore dans la limite de ce que j'accepte par rapport à l'impact que je peux avoir ? Et aujourd'hui, je suis encore dans la limite de ce que j'accepte. Je kiffe pas les réseaux. Franchement, les week-ends, si je peux ne pas être sur les réseaux, je lui suis pas. Je suis bien contente comme ça. Mais d'un autre côté, je me rends compte je reçois des messages de jeunes filles qui me disent qu'elles ont commencé des études parce qu'elles ont été inspirées par certains de mes contenus. Il y a plein de choses comme ça où je me dis, ok, ça vaut le coup. Et personnellement, ça ne me coûte encore pas suffisamment pour que je me dise non, je quitte tout. Et du coup, si tu avais l'occasion, en parlant avec quelqu'un, là, il y a quelques temps, on me disait qu'une personne s'est retrouvée à un dîner avec des politiciens européens, etc. Puis tout à coup, il a vu qu'à côté de lui, il y avait aussi Elon Musk. Si toi, tu pouvais souper ou dîner à côté de Elon Musk, tu te rends compte qu'en fait, tout à coup, il est à côté de toi. Tu verrais ça c'est quoi comme genre d'expérience ? C'est positif parce que tu peux lui apprendre plein de trucs parce que du coup, lui aussi est dans l'espace. Ou est-ce que ça serait l'occasion pour toi de dire hey Coco, il y a deux, trois trucs qui jouent pas là. ça joue pas. J'ai eu l'occasion de voir Elon Musk une seule fois en vrai, dans une conférence à Paris. Mais sinon, je ne l'ai jamais rencontré en one-to-one comme ça. Là, c'est rigolo, c'est vraiment ce type de personnage où quand j'ai commencé mes études à l'EPFL, tout le monde l'adorait, quoi. C'était un peu... Ouais. Waouh, le patron de SpaceX, il révolutionne. Et SpaceX a plein de trucs que je critique, hein, mais la chose que je critique pas, c'est qu'ils ont quand même créé une technologie de fusée semi-réutilisable qui a révolutionné l'industrie spatiale. Ils ont coupé les prix un maximum, ce qui a permis même à d'autres pays d'avoir accès à l'espace. C'est incroyable. Mais il y a plein d'autres choses où voilà. Maintenant, on a souvent tendance à dire Elon Musk, c'est le spatial, c'est SpaceX, mais c'est pas le cas. C'est le patron de SpaceX. C'est sur l'opérationnel, c'est pas lui qui fait tout. Franchement, c'est un peu dur comme question parce que c'est pas un fantasme particulier de ma part ou un truc que j'aimerais trop faire de rencontrer Elon Musk. J'ai pas une fascination pour lui, j'ai pas une grande admiration pour sa personnalité. Donc je pense que je serais plus dans...
c'est un peu rigolo de dire, mais une étude anthropologique, genre ça me ferait, je me chercherais pas à convaincre quoi que ce soit parce que bon, ça sert à rien, mais plus pour ma curiosité personnelle de poser certaines questions pour comprendre comment cette personne réfléchit en fait. Comment il en est arrivé là. Ouais. Comment il en est arrivé là et puis vraiment comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu prends tes décisions. C'est ça que je trouve intéressant, c'est des personnes qui ont un pouvoir tel, in fine. C'est quoi leur garde-fou? C'est quoi, comment est-ce que concrètement ils réfléchissent aux décisions qu'ils vont prendre? Je trouve que c'est assez intéressant parce que pour avoir travaillé avec pas des personnes, mais des organismes qui ont énormément d'argent public, etc., j'ai été ultra étonnée de voir comment est-ce que les décisions étaient prises sur la répartition d'argent, etc. Et je serais intéressée de voir au niveau individuel comment c'est fait. Ouais. Oui. Puis tu me disais aussi que toi, tu aurais voulu bosser, alors tu aurais voulu devenir astronaute. T'as pas pu, du coup, à cause d'un accident domestique. Mais que tu aurais voulu aussi travailler pour l'Agence spatiale européenne. Ouais. C'était ça. Hein. Ouais. Et qu'en fait, à un moment donné, tu as déchanté pour des raisons de culture d'entreprise ou... Ouais. Donc oui, je suis tombée amoureuse du spatial à 15 ans, mais de l'astrophysique plutôt, donc pas de l'industrie spatiale en tant que telle. Et à 18 ans, je venais en Suisse pour commencer mon bachelor en physique. Et en parallèle, j'ai toujours eu un petit peu, effectivement, depuis ces jours-là, cette idée, ce serait dingue quand même d'être astronaute. Et donc j'avais des petits calepins où j'écrivais tout ce que je faisais pour un jour le faire. Et même dans les médias, j'avais eu tout un truc, c'est peut-être une femme qui marchera sur la Lune, nanana. Et j'ai eu un accident en 2020, pendant le Covid, où j'ai perdu la vue de mon œil gauche, une bouteille de champagne qui est tombée de mon frigo, qui a explosé, et un bout de verre qui m'a tranché l'œil. Donc, pas de chance, mais dans ma malchance, j'ai eu de la chance, parce qu'il y a un super hôpital ophtalmique à Lausanne, qui m'a soigné, enfin, qui m'a opéré direct, qui m'a permis de garder l'œil. Maintenant, je vois à 30%. C'est pas corrigible avec des lunettes ou quoi que ce soit. Mais j'ai mon œil, et je vois un peu, je suis contente. En revanche, pour être astronaute professionnel, il faut voir à 100% des deux yeux. On peut avoir des lunettes, tu pourrais avoir des lunettes, mais de mon côté, c'est pas possible. Ce serait même pas possible de piloter un avion. Donc globalement, j'ai fait le deuil de cet objectif-là. Ça reste un petit rêve, parce qu'on sait jamais. Mais j'ai fait ce deuil-là. En revanche, le deuil que j'ai pas fait, c'est que quand j'avais 15 ans, je te disais, j'ai rencontré des chercheurs de l'Agence spatiale européenne, et je me suis toujours dit, l'objectif, c'est de travailler à l'ESA. Enfin, c'est l'abréviation. Genre, même si la NASA venait, j'aurais dit non, je veux travailler à l'ESA. Aussi parce que je me retrouve beaucoup plus dans les valeurs européennes de coopération, etc. Et j'ai fini mon master, je suis partie là-bas, j'ai été sélectionnée pour faire ma thèse de master à Rome, donc dans leur centre d'observation de la Terre. Et c'est vrai que je m'en faisais une telle image que bon, forcément, je pense que avec le recul, je me dis forcément j'allais être déçue. Mais la déception a été telle que vraiment, je suis partie et je me suis dit waouh, je me vois pas du tout travailler là-bas. Elle était due à quoi cette déception? Le fonctionnement de l'agence, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense qu'on idéalise avant d'y être. Tu vois, par exemple, travailler à l'ONU, quand on se rend compte comment ça se passe à l'intérieur. En tant qu'ingénieur, j'ai été appris à construire des systèmes efficaces. Et quand tu es dedans, tu te rends compte à quel point c'est inefficace. Et que c'est inefficace pour des raisons politiques, pour des raisons de non, je ne veux pas partager, pour des raisons de non, cet argent, il est à moi, ça, c'est à toi. Et puis, si j'aide cette personne, peut-être qu'il pourra avoir plus d'argent que moi. Alors qu'au final, on est tous dans le même bateau, dans la même agence. Et ça m'a beaucoup déchanté sur comment ça fonctionne. Et en plus, j'ai pas eu de chance parce que quand je suis arrivée, ça s'est pas bien passé avec ma superviseuse, où j'étais victime de sexisme, de harcèlement. Et je me suis beaucoup battue en interne pour expliquer que c'était pas correct, qu'il y avait d'autres stagiaires qui vivaient la même chose. Et j'avais la chance d'avoir les ressources de soutien de ma famille, mais aussi du réseau que j'avais déjà construit pour savoir que quand elle me disait si tu parles, tu travailleras plus jamais dans le spatial, que c'était faux. Mais ça m'a pris des mois pour trouver quelqu'un qui a bien voulu m'écouter parce que j'étais jeune, parce qu'on me disait mais t'es une femme dans le spatial, tu t'attendais à quoi non mais ici c'est pas comme ça que ça se passe, ce genre de choses ça passe sous le tapis. Et j'ai tellement donné pour finalement qu'on m'entende et in fine qu'il y ait eu du changement, donc je suis contente, qu'à la fin j'étais vidée quoi. Je me suis dit mais en fait si c'est ça, travailler à l'ESA, ça m'intéresse pas. J'étais pas la même personne en commençant qu'en sortant. Et pas dans le bon sens du terme. Ouais. On voit que des fois dans l'entreprise, on
on rame, mais en fait, on rame à contre-courant par rapport à tout le monde, parce que c'est politique. Il faut le faire, tu penses, ou est-ce que c'est... Des fois, il faut juste dire, en fait, bah, c'est comme ça, et je suis pas en phase avec comment ça se fait, et du coup, je préfère partir. Parce que c'est épuisant. C'est épuisant, ouais. C'est dur à dire, parce que chacun fait avec ce qu'il a et ses ressources. Et ça, je tiens à le dire. Par exemple, moi, cette démarche de parler de ce qui s'est passé, d'aller me battre auprès des RH, je pars pas du principe que tout le monde peut le faire, parce qu'encore une fois, ça dépend de tout ton environnement qui te permet d'avoir le courage de le faire. Et que de toute façon, ça devrait pas exister de base. Donc. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu te dis je reste et je me bats, ou que tu te dis je pars et je fais autre chose? J'ai beaucoup réfléchi, tu vois, parce que parfois je me dis mais est-ce que j'abandonne, ou est-ce que finalement je trouve ma manière d'avoir de l'impact, mais autrement. Et ce que j'ai appris avec cette expérience, c'est qu'aujourd'hui j'ai un gros impact avec ce que j'ai créé, et Lésa maintenant est un client, tu vois, pour te dire. Alors que cette femme me menaçait à l'époque, je pourrais même jamais travailler dans le domaine. Donc en parler, ça a été un effet positif, ça m'a demandé beaucoup, mais si c'était à refaire, je le referais. La question de est-ce que je pars ou est-ce que je reste, ça vaut pour tout dans la vie. Ça vaut pour le travail, ça vaut pour ton couple, pour des amitiés. Et c'est vraiment quelque chose de graduel. C'est in fine, est-ce que tu te sens toi-même dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sens épanoui? Parce que j'avais fait une table ronde, un moment, un exemple. C'est de se dire, demain on peut mourir. Mais aussi peut-être on peut vivre. Donc qu'est-ce qui fait que ce que tu fais aujourd'hui te rend assez satisfait que si tu meurs demain, tu es content, mais que si tu vis encore 20 ans, eh ben, tu peux avoir la vie que tu désires et puis être bien. Tu vois, c'est ça l'action. Parce que sinon, on peut dire, vas-y, tout le monde quitte son taf, et puis mais c'est pas viable, tu vois. Il faut aussi avoir un côté réaliste. Et moi, c'est ce que j'ai eu avec ce truc de, ok, tu vas tester si tu peux gagner de ta vie avec cette activité-là quand même. Mais il y a aussi ce truc de... Moi, du jour au lendemain, j'ai ouvert mon frigo, j'ai perdu mon œil gauche, quoi. Et si demain, je pars, ça peut arriver. Malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens. Je serai ultra contente de ce que j'ai accompli jusqu'ici. Joli. Ouais, très bien, magnifique. Et je pense que c'est une très bonne façon de voir les choses. Mais c'est pas simple, parce que on en parlait avec des amis justement dans des jobs un peu toxiques, mais voilà, il y a un salaire et puis un statut, parce que tu bosses pour une marque importante, etc. Et des fois tu te dis en fait, mais les gars, cassez-vous quoi. Prenez-vous pas trop la tête. Il y a plein d'autres trucs à faire. Il y a plein d'autres trucs, mais c'est vrai qu'après tu as la pression médiatique, c'est vrai, c'est dur de trouver un taf aujourd'hui. Le marché du travail est difficile. Donc c'est pour ça, je parle, mais en disant toujours, j'ai totalement conscience que je suis quelqu'un de privilégié pour pouvoir dire quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, pareil, on a ce même genre de discussion, et on se met tellement de croyances limitantes en se disant on ne sera pas capable de trouver une solution, qu'on reste parfois bloqué dans des situations où on n'est pas heureux. Et in fine, quand on prend la décision... Je vais te donner un autre truc que je fais. Allez, go. Allez, go. Je t'ai dit, la science, c'est un peu un mode de vie. Parce que pour moi, la méthodologie scientifique, tu sais, c'est que tu formules une hypothèse. Après, tu vas faire des expériences pour collecter des données, pour valider ou non ton hypothèse, analyser, et puis c'est un peu répétitif, tu cycles ça. Et la vie, c'est un peu pareil pour moi. C'est-à-dire que tu vas formuler une hypothèse, tu vas te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir expérimenter. Puis à partir de cette expérience, tu vas en faire une discussion, tu vas en prendre une conclusion. Quand j'étais enceinte de 3 mois, que j'étais dans ce poste qui était ultra bien, on me respectait, on m'avait fait confiance, enfin plein de choses où je me disais non, je peux pas partir. Mais que en moi, je sentais que j'étais pas là où j'étais censée être. Je me suis dit ok, on va construire un cadre expérimental. Donc je me suis donné un an où j'ai fini à la fin de ma période d'essai. Donc je me suis dit ok, la période d'essai c'est fait pour ça. 1 an, tu vas faire ça. Et puis j'avais un plan en fonction de quels allaient être les résultats de l'expérience, quelles étaient les conclusions possibles à la fin. Et d'avoir construit ce cadre, ça me permettait de me sentir un peu plus rassurée dans ma décision, mais aussi de me rendre compte que je ne jouais pas ma vie sur cette décision, qu'il y avait quand même plein d'autres choses que je pouvais faire. Et parfois, on a tendance à croire qu'il n'y a rien d'autre de beau qui nous attend après ça, ou que c'est le mieux qu'on puisse avoir. Et certes, parfois, malheureusement, ça arrive, mais dans
ma vie en tout cas, et toutes les personnes que j'ai autour de moi, la plupart du cas, il y a toujours quelque chose de mieux qui t'attend après. Ouais, merci. T'as dit un truc avant, ça m'a fait penser à une question. Tu parlais de la première femme sur la Lune. Est-ce qu'on a réellement marché sur la Lune? Est-ce que toi, tu y crois? Je sais pas. Il y a tout de même plein de théories de gens qui disent, alors il y a le platiste, ça on est... hein. Il y a d'autres personnes qui disent en fait, les premières personnes qui ont marché sur la Lune, est-ce que c'était pas un studio quoi? Mais évidemment, oui, j'ai même une conférence qui parle de ça. Mais pour le coup, tu dis, est-ce que tu J'y crois? étais pas. Ce n'est pas une croyance. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est très simple à vérifier parce que on a des satellites qui sont en orbite autour de la Lune, qui prennent encore des images des sites où il y a eu les traces de pas, où il y a les restes des modules lunaires. Ils ont même posé des miroirs. Comme ça, on peut, avec des lasers depuis la Terre, constamment mesurer de manière très précise la distance Terre-Lune. Ça, c'est nous qui les avons posés. C'est pas une vie extraterrestre qui serait passée par là. Ouais. Donc, il y a énormément de preuves scientifiques qui fait que c'est même pas une question. Ouais. Mais sur les théories du complot, j'ai plein d'avis, on peut en discuter si tu veux. C'est hyper intéressant, mais je pense qu'on pourrait faire 1h30, 2 heures que sur ça, quoi. Donc, Oui, mais je trouve qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce qu'on appelle les théories du complot et de complotistes, c'est un mot un peu fourre-tout, hein, mais globalement, ce que j'aime bien, c'est que la démarche, elle est bonne. C'est qu'encore une fois, c'est la démarche scientifique, les gens qui font ça. Tu sais que dans le monde scientifique, quand tu publies un papier, donc tout le truc qu'on a dit avant, je sais pas, j'ai prouvé par A plus B qu'il y a des Martiens sur Mars, je publie. La première chose que les gens vont faire quand je publie un papier, dans tout le monde, c'est essayer de prouver que j'ai tort. Ouais. Et ils vont venir s'attaquer à mon truc. Et seulement si personne trouve que j'ai tort, on peut se dire, ok, peut-être que c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et la démarche complotiste, encore une fois, c'est pareil. C'est de se dire, on m'a dit qu'on allait sur la Lune, mais en vrai, pourquoi je le croirais? Et je vais essayer de prouver que c'est faux. Ouais. Mais après, in fine, il faut aussi être ouvert au débat, ouvert au dialogue, aller se renseigner dans tous les champs et être ouvert à changer d'avis. Et toi, du coup, si tu avais l'occasion d'aller marcher sur la Lune, tu le ferais? En tant que personne passionnée, oui. En tant que personne plus réaliste aujourd'hui, avec les enjeux d'aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait... Si c'est juste pour le kiff, je pense que non. Faut quand même qu'il y ait... il faut qu'il y ait quelque chose derrière, tu vois, les missions spatiales habitées. C'est un des sujets dont je m'exprime le plus parce que je suis aussi très investie sur les questions de durabilité spatiale. Et les missions spatiales habitées, elles ont tendance à être critiquées par rapport à leur retour scientifique, par rapport à l'argent investi, comme tout. Et en termes d'impact carbone, c'est pas... par rapport à d'autres activités spatiales, c'est pas le plus important. Ouais. Mais c'est vrai qu'on investit beaucoup d'argent dedans, et de l'argent public. Donc je pars du principe que si on investit de l'argent public, il faut qu'il y ait un retour pour citoyens et citoyennes. Donc je le ferai seulement s'il y a un vrai retour scientifique et éducationnel, disons. Bah, typiquement, moi qui adore avoir les pieds sur Terre, c'est un truc dont j'aurais extrêmement peur. C'est vrai. Toi, t'as zéro peur de voler, de partir dans l'espace? Pas zéro peur, encore une fois, c'est comme quand tu montes sur scène. Tu y vas, t'es stressé, tu vois, t'es dans la fusée, tu t'es stressé. Mais l'enjeu est pas pareil quoi. Sur scène, au pire, ça se passe mal, tu pleures et tu pars. Oui. Mais dans l'espace, il peut se passer plein de trucs. Oui, mais quand tu regardes, par exemple, Attends, on est en quelle année? 2026. 2026, on va dire, si on regarde plus ou moins les 30 dernières années d'exploration spatiale, il n'y a pas eu de décès. Maintenant, je dis pas, c'est pas sûr. C'est comme tu prends un risque sur ta vie. Mais on n'est plus dans les années 60 où on pouvait... c'est triste à dire, mais on pouvait se permettre des décès parce qu'il y avait un enjeu politique tel que, etc. Maintenant, les fusées sur lesquelles on vole, elles sont testées. Les normes sont beaucoup plus élevées. Aller sur la Station spatiale internationale, c'est pas, je vais pas dire c'est pas risqué. C'est risqué, mais c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Donc tu le vivrais assez bien, quoi. De toute façon, comme tout, hein, on dit qu'on je vivrais bien d'être maman, et puis après, je vivrais bien d'être astronaute. J'en ai aucune idée, je le suis pas. Ouais. Je pense que c'est un truc qui... Je serais curieuse, en tout cas. Si tu devais choisir, tu préférais passer une année dans l'espace ou une année sur Terre? Alors là, dans tous les cas, tu es sur Terre. Ouais. Une année sur Terre, quand même. C'est là... Parce que déjà, sur Terre, c'est la vie. Dans l'espace, c'est de la survie. Ouais. Pareil. Et... l'espace, tu sais, le métier d'astronaute, encore une fois, je l'ai beaucoup idéalisé. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'astronautes dans ma vie, qui fait que j'ai démystifié aussi cette posture du héros et du métier. Le métier d'astronaute, il me
j'en ai plus trop envie. Est-ce que j'aimerais aller dans l'espace d'une manière ultra égoïste? Oui. Mais le métier en tant que tel, pas vraiment. Ouais. Donc non, je me sens bien sur Terre. Ouais. Tu parlais justement d'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance totale entre le fait de vouloir aller explorer et de voir qu'actuellement l'environnement est au plus mal, quoi? Dissonance totale, non. Je pense qu'encore une fois, il y a des nuances, pas noir, pas blanc. C'est possible d'explorer de manière respectueuse. Mais je pense qu'on est à un moment où il faut questionner. On questionne plein d'industries sur Terre avec raison. Et l'industrie spatiale, on doit la questionner aussi. Il y a énormément d'utilités spatiales dont on a besoin, que ce soit les satellites d'observation de la Terre qui nous permettent de mesurer certaines variables essentielles pour le climat. La navigation, aujourd'hui, on n'a plus de Galileo, GPS aux États-Unis, mais Galileo en Europe. Il y a beaucoup de notre vie, elle change totalement. La télécom aussi, mais encore une fois, la télécom, il y a la télécom qu'on avait déjà, et puis il y a Starlink qui veut lancer des dizaines de milliers de satellites. Il faut se questionner, en fait, il faut questionner les usages du spatial. C'est qu'on investit de l'argent public. Il y a aussi tout un marché privé qui s'est construit maintenant, mais on investit de l'argent public. Pourquoi? Le retour, bon, je peux vous le dire en tant qu'experte, il est là. Sur certaines activités, il l'est moins sur d'autres. Si on regarde le tourisme spatial, je pense qu'on peut le mettre, si on avait, on va dire, une sorte de fresque, on le mettrait tout au bout de la fresque sur la partie utilité pour les citoyens citoyennes. Ouais. Donc, la dissonance, non, mais je trouve qu'on a un moment où il faut repenser quand même ce qu'on fait et sous quel narratif on le fait. Parce que l'exploration, moi j'entends souvent des mots comme colonisation, comme conquête, que personnellement je n'utilise pas, parce que je trouve que c'est un gros problème narratif de penser à l'exploration sous ces termes-là, et non justement sous le mot de « on explore ». On est là parce qu'on a une curiosité scientifique qui nous pousse, qui a des retombées sur notre vie plus ou moins. Mais par exemple, quand je vais envoyer le James Webb Space Telescope, ce qui est le plus gros télescope spatial qu'on a envoyé pour prendre des images de l'univers, c'est de l'exploration en soi. Ça va nous donner de la donnée scientifique. Est-ce que ça va avoir un gros impact sur notre vie en tant que citoyen-citoyenne? Non. Mais ça nourrit une exploration scientifique que beaucoup de personnes se posent et qui, in fine, nous intéresse. Et l'exploration spatiale habitée, c'est pareil. Ouais. Et quand tu as vu Katy Perry partir dans la stratosphère Non, elle est dans l'espace. C'était l'espace? Ouais, elle dépasse... bon, je ne me rappelle pas exactement les kilomètres de la stratosphère, maintenant tu me mets un doute. Mais, elle dépasse les 100 km d'altitude, ouais, avec Blue Origin. Tu t'es dit quoi quand t'as vu le décollage et surtout l'atterrissage? Écoute, si tu me parles de la mission, ultra tabou. Honnêtement, si je dois te dire, j'étais un peu en colère de cette mission. Pour beaucoup de choses. Parce que, bon, le tourisme spatial, j'ai un avis qui a évolué sur la question. Je dirais pas que tout ce qui est dans le tourisme spatial est à jeter, parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai plein de gens que je suis dans le milieu scientifique qui sont pas du tout multimillionnaires, qui ont pu voler dans l'espace et qui ont un impact, que ce soit éducationnel, inspirationnel, etc., pour des personnes en situation de handicap. Encore une fois, tout se mesure, mais il y a du positif, il y a des démarches qui peuvent être bienveillantes là-dedans. Maintenant, cette mission, elle a été ultra critiquée sur les réseaux et ça m'a un petit peu embêtée parce qu'on a eu plein de missions avant, avec Jeff Bezos, etc., qui ont été beaucoup moins médiatisées, peut-être même 100% masculines, et pourtant, il n'y a eu aucune mauvaise presse là-dessus. Okay. Donc, ça m'a un peu embêtée que là, on a une mission 100% féminine, qu'elle soit bâchée sur les réseaux. Après, j'ai été aussi très, fâchée de comment elle a été marketée justement comme mission 100% féminine, comment ils ont refait les combinaisons à cette image-là. Et ça m'a beaucoup embêtée parce qu'à bord de cette mission, tu avais, alors je ne me rappelle plus exactement de son titre, mais tu avais une chercheuse qui a travaillé pour la NASA, qui a volé avec elle et qui s'est battue pendant des années auprès du Congrès. Je vais dire des bêtises, mais au pire, vous irez vérifier. pour que les kits, alors je ne vais pas la traduction en français, les kits de viol soient gratuits pour les femmes. Et elle a gagné. Et elle a fait une énorme pause dans toutes ses études spatiales pour faire ça. Ouais. Et elle a volé dans ce vol, et par exemple, personne ne le sait. Parce que,
il y avait Katy Perry, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça, encore une fois, avis nuancé sur cette mission. Tout n'est pas acheté, mais en colère sur pas mal de choses. Ouais. Et du coup, certains voient Mars comme un plan B pour la Terre. Toi, t'en penses quoi? Pas de... Croyance. Non, pardon, mais c'est pas un plan B. En fait, il n'y a pas de plan B. La vie, elle est développée sous certaines conditions, dans un environnement particulier. Nous sommes développés pour la Terre. Donc, il n'y a qu'un seul plan, c'est la planète Terre. La planète Mars, c'est notre plus proche voisine, donc c'est là où on a plus de chances de un jour pouvoir aller. Mais peu importe ce qu'on fait sur Mars, ça restera de la survie, pas de la vie. Et tous les plans de, justement, encore une fois, j'aime pas ce mot de colonisation de Mars, etc., c'est de la science-fiction. Moi, je vais mettre de l'ordre de la croyance parce que je sais pas, mais je crois pas du tout qu'en cette histoire de devenir une espèce multiplanétaire. Parce que tout simplement, ça coûterait extrêmement cher. Et encore une fois, vivre sur Mars, c'est pas vivre sur la Terre, c'est vraiment survivre. Ouais. J'ai aucune compétence là-dedans, hein, mais je me rappelle que j'avais vu justement une interview de Elon Musk où le journaliste lui demandait est-ce qu'on peut réellement aller vivre sur Mars? Et en réfléchissant, il disait oui, si on bombarde Mars avec des bombes nucléaires, on pourrait inverser. Puis tu dis qu'en fait, dans sa tête à lui, bah oui, c'est possible. Pourquoi pas? C'est ce qu'on va essayer. Il y a tout plein d'études sur le fait de terraformer Mars. C'est-à-dire de refaire en sorte que Mars soit habitable selon nos conditions à nous. Je sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais la question que moi j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est un futur désirable? C'est ça. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Et là, on part sur des questions peut-être un peu plus éthiques qu'il faut se poser. Je pense pas. Déjà qu'on a du mal à trouver du financement pour retourner sur la Lune, on va avoir du mal à terraformer Mars. Mais justement, il y a quand même des gros montants qui sont dépensés pour la recherche, pour l'exploration, pour ces missions dans l'espace, alors qu'on voit qu'il y a des parties de notre planète dont on pourrait prendre plus soin, ou même pour les populations, en priorité pour les populations. Ouais. Tu as des problèmes de famine, des problèmes d'irrigation, etc. C'est quoi, comment tu vois ça, toi? J'ai encore une fois un avis nuancé sur la question parce que les montants sont gros quand on les regarde de manière absolue, mais sont peu quand on regarde par rapport au reste. Donc je crois que la contribution, par exemple, en Suisse, c'est 15 francs par année, par personne, pour le spatial. Par habitant. Par habitant, ouais. Et pour tout, hein, donc pour les GPS, la télécom. Donc, de manière absolue, je trouve que c'est pas un énorme montant par rapport, encore une fois, au retour sociétal. La question, c'est plus comment est-ce qu'on répartit ce budget par rapport à telle ou telle activité. Maintenant, sur est-ce qu'on ferait pas mieux d'investir plus d'argent ailleurs? Moi, je suis pour. Hein. Je trouve qu'on investit pas assez d'argent sur toute cette partie sur le développement durable. Maintenant, je trouve qu'il y a des industries sur lesquelles on ne peut pas se passer. Le spatial, c'en est une. Donc l'argent qui est dans le spatial, juste, il soit utilisé pour repenser ça, pour que ce soit en accord avec ces objectifs de développement durable. Et que, si ça ne tenait qu'à moi, on pourrait prendre un peu du militaire pour mettre le développement durable. Non, mais dans le sens que, objectivement, le spatial, ce n'est pas un énorme budget. On pourrait plus l'optimiser, ça c'est sûr. Moi, je serais plus pour faire en sorte que l'industrie devienne plus durable dans le temps et utiliser cet argent là-dedans. Ouais. T'as ta passion pour l'astrophysique, mais du coup, on voit que t'as aussi ce truc entrepreneurial de gestion d'un budget. Ouais. Oui. Oui, parce qu'au final. T'as pas le choix parce que t'es entreprise aussi, et puis. Et in fine, c'est une question d'argent dans la vie. Hein, parce que, en fait, on pourrait. Cet argument, c'est ça qui est dur, cet argument d'est-ce qu'on pourrait pas mettre plus dans d'autres choses qui vont plus avoir un impact sur le citoyen. Tu peux l'appliquer sur tout. Tu peux l'appliquer sur la culture. Tu peux l'appliquer sur nous aussi. En soi, la vulgarisation scientifique, c'est pas un domaine qui va sauver des vies à l'instant T. Mais sur le long terme, je pense que c'est un bon investissement d'argent public parce que déjà, on est une démocratie participative. Donc, on vote sur plein de questions et que d'avoir des gens plus informés, ça permet d'avoir une population plus éclairée aussi sur les choix qu'elles veulent faire. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des beaux discours, mais in fine, ça revient toujours à c'est de l'argent dépensé dans tel ou tel sujet.
Toi, tu dois encore te battre pour... tu es une femme, tu es une scientifique, mais une femme. Est-ce que dans ce domaine-là, c'est difficile? Est-ce que tu dois te battre? Tu dois prouver que tu es compétente, etc. Oui. Tout le monde doit prouver qu'il est compétent. En particulier sur les réseaux sociaux, c'est un sujet, la question de genre. Donc oui, souvent, j'ai posté une vidéo là il y a 2 jours dans un podcast où l'accroche du hook, c'est je dis je pense que déjà par le fait de dire que je suis ingénieur aérospatial, je clarifie certaines choses. Et il y a quelqu'un qui a commenté, mais tu clarifies quoi? Et il y a quelqu'un qui disait elle clarifie justement qu'on peut être une femme, être ingénieure, être compétente, etc. Et le mec qui répond moi je trouve qu'elle est juste belle. Et t'es là genre donc il y a encore pas mal de sujets en ligne, mais en ligne finalement c'est qu'une réflexion de notre société pour montrer qu'il y a cette compétence. Dans le domaine scientifique, est-ce qu'une femme doit plus se battre? Oui, malheureusement, parce que c'est un milieu qui est dominé par les hommes et que il y en a beaucoup qui sont sensibles à ces sujets-là, et il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et tout ce qui est question à la parentalité aussi, ça impacte énormément la vie de travail, les congés parentaux. À partir du moment en fait, où il y a des enfants, les inégalités sont énormes. Et l'autre truc où j'ai peut-être, moi, un peu plus cette question de légitimité, c'est d'avoir cette image de je fais de la création de contenu sur les réseaux, mais je suis aussi dans le milieu scientifique. Tu vois, le milieu scientifique, il n'a pas forcément un bon regard sur les réseaux sociaux, sur certaines facettes avec raison. Donc il faut pouvoir construire sa légitimité dans les 2 sens, quoi. Ouais, c'est clair qu'il y a des domaines où c'est pas du tout les codes, mais du coup ça se concilie. Oui, bien sûr. Ça a l'air. Ça se concilie, c'est juste du travail des 2 côtés. Sur les réseaux sociaux pour montrer que la science a sa place, et côté scientifique pour montrer que on a beau critiquer les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est là où les gens consomment l'information, et que si on n'y est pas, juste on parlera pas de science. Ouais. Est-ce que toi, le fait d'être sur les réseaux sociaux, maintenant tu as des chroniques, c'est Couleur 3? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu penses que ça flatte ton ego? Est-ce que ça te fait du bien? Ou est-ce que c'est vraiment un taf et en fait, tu arrives à faire la part des choses? Franchement, je pense que ce serait ultra naïf de dire qu'il n'y a pas un minimum de... Je dirais pas peut-être flatter mon ego, mais pour moi, c'est un exercice justement de confiance en soi. J'ai toujours tendance, parce que je te disais qu'on revient au début, à cette question de performance. Et quand j'ai commencé à poster sur les réseaux ou à faire mes chroniques sur Couleur 3, j'avais des énormes problèmes de légitimité. Je me disais tout le temps, non mais pourquoi est-ce que moi, qui je suis pour faire ça? Et surtout, j'avais une peur profonde de dire des bêtises. C'est-à-dire de... Peut-être sur une formulation, mais même quand je fais ce podcast, tu vois, au début on a parlé de choses, je me dis on n'avait pas préparé les questions, c'est un papotage. Enfin, je me dis j'espère que j'ai pas fait une approximation qui est fausse. J'ai toujours cette peur en moi. Là où parfois, quand j'échangeais avec des collègues masculins, on parlait sur un sujet, j'écrivais une chronique sur un sujet, je disais mais t'en penses quoi toi de ça? Et le mec va me dire un truc ultra peu nuancé justement, genre ah non mais ça va pas, nanana. Je dis attends mais t'es sûre, parce que j'ai lu cette recherche là, et puis ils avaient l'air d'avoir un propos qui dit plutôt l'inverse que ce que tu me dis. Ah oui peut-être. Et j'étais là mais on se remet pas en question de la même manière sur le propos. Ouais. Et donc parfois le fait d'être à la radio, d'être sur les réseaux sociaux, de voir le retour des gens, ça m'aide à me dire Chloé, t'as ta place ici, tu dis pas des bêtises et t'es légitime de parler de ça. Donc on peut, sûrement c'est peut-être un peu flatter son ego, mais pour moi je le ressens plus en profondeur. Ouais. C'est des super exercices je trouve, hein. Puis je pense il y a ce truc de légitimité que j'entends très souvent, mais des fois de se mettre dans des situations dans lesquelles on ne s'était pas imaginé du tout, il y a un gros apprentissage et moi je trouve ça très cool. Ouais. C'est cool, et d'un autre côté je sais que quand tu vas m'envoyer ce podcast pour le revoir, je vais être là, je vais dire ah non, t'as ce type de langage, t'as dit en fait 15 fois dans cette phrase, et il y a la vidéo et l'audio, c'est dur parce que l'autocritique face à ton image, elle est constante. Et donc il faut prendre aussi un petit peu de recul en se disant qu'on fait de son mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, pour terminer, tu donnes l'impression de quasiment tout réussir, d'avoir beaucoup de succès. Tu vois, t'as le travail, t'as la famille, t'as ta communauté sur les réseaux sociaux, Couleur 3. Est-ce qu'il y a des trucs que tu sais pas faire ou des échecs, tu te dis, en fait, voilà, c'est OK? Tout le temps, tout le temps. Mais parce que l'échec, ça fait partie du parcours. Je
je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas échoué. Donc franchement, il faut échouer. J'ai échoué ma première année à l'EPFL. Premier gros échec de ma vie. Je me suis demandé si j'allais continuer ou pas. J'avais un peu honte en plus, parce que j'étais toujours première de ma classe en France, et ici, c'était vraiment dur. Et si j'avais pas échoué, j'aurais pas fait tous ces associatifs, j'aurais pas construit mon réseau, je serais pas vulgarisatrice. Il y a plein de choses où... En fait, l'échec, c'est ça qui te permet d'apprendre ce que tu veux faire et qui tu es. Je suis vraiment pas manuelle. Genre ici, on a construit ce bureau, tu vois, on est une équipe de 3. Salut Mathilde et Fabien si vous regardez ce podcast. Je suis nulle pour construire des trucs. Tu vois, on ne voyait pas, mais il y a une voie lactée en Lego là-bas. Oui, on aurait voulu. C'est le seul truc que je voulais accrocher dans ce bureau, parce que le reste, c'est eux qui ont fait, parce que je suis nulle. Je l'ai accroché, 1 heure après, elle s'est explosée au sol. Ça a pris 1h30 pour accrocher le truc, alors que j'ai même pas fait de trou dans le mur. Ouais. Voilà, il y a plein de choses où il faut connaître ses forces, ses faiblesses. La gravité, voilà, c'est pas... Voilà. Donc, ils ont bien rigolé, parce que j'ai essayé de le refixer une 2e fois, il est retombé, après ils ont dit, Chloé, on va faire. Ouais. Donc, typiquement, je suis vraiment pas quelqu'un de très manuel, et j'essaie de travailler dessus, mais ça prend son temps. Ouais. Ok, bon, ça va, c'est gérable. Il y a tout le temps quelqu'un pour mettre 2 clous... les voisins. Oui, mais on sait pas, tu sais, c'est important de savoir mettre des clous dans un mur. Ouais. Non, mais c'est vrai, on n'a pas toujours quelqu'un pour aider, il faut do it yourself. Ouais, c'est vrai. Cool, merci beaucoup Chloé, c'était cool de passer cette heure avec toi. C'était pareil pour moi, Marco. Ouais, c'est très chouette. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2-3 choses en lien avec le personnage Galactic Chloé et puis son domaine d'activité. Et je vous rappelle, si vous voulez soutenir le projet pour nous amener à faire plus de contenu de manière régulière, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Instagram. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.